Dear. Valid people. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à cette nouvelle conférence de Dear Valid People autour du validisme. Dear Valid People, c'est une association de la loi 1901 qui existe depuis septembre 2023. L'objectif est de déconstruire le handicap et la discrimination qui lui liée, le validisme. Pour cela, on fait des conférences mensuelles à la Gazette Café principalement, qui sont enregistrées et diffusées en podcast. Donc, vous pouvez nous retrouver sur toutes les chaînes de podcast. Ça se passe très bien. Et l'année dernière, on a eu l'occasion de commencer un cycle de conférences ici au quartier généreux pour parler véritablement de la question du validisme. On s'est rendu compte que c'était un sujet qu'on employait souvent durant nos conférences, mais qu'au final, peu de personnes savaient ce que c'était et qu'on n'a jamais vraiment eu l'occasion d'en parler spécifiquement. Et on a eu l'occasion d'en faire une première en octobre qui a été longue, de 2 heures. On a parlé des différents types de validisme. Donc on s'est dit que maintenant, on va les décliner. Et tous les trimestres, on fait une conférence sur un type de validisme spécifique. En janvier, on a eu l'occasion de faire une conférence autour du validisme systémique. Et maintenant, dans la continuité, on va voir que c'est beaucoup la conséquence, finalement, du validisme systémique. On va parler de validisme ordinaire. Et je ne me suis pas présenté, mais je suis Damien Farjou, le président de l'association Dear Valid People. Je suis moi-même en situation de handicap, principalement moteur. Je me déplace en fauteuil roulant électrique, mais j'ai aussi d'autres petites surprises comme être malentendant, malvoyant puisque je porte des lunettes dues à une pathologie. Et avec moi, pour parler de validisme ordinaire, je suis accompagné de Béatrice Pradillon. Bonjour, alors donc moi je suis Béatrice Pradillon, je suis la trésorière de Dear Valid People, je suis aussi cofondatrice de l'association Les Dévalideuses et chroniqueuse radio à Divergence à Montpellier. Et pour les auditeurs, pour les personnes qui ne voient pas forcément, et de toute façon il n'y a pas grand chose à voir dans ce cas-là, mais en tout cas moi mon handicap en fait c'est la surdité, donc j'ai une surdité partielle et je suis appareillée, donc voilà, comme j'aime dire des fois, je suis un peu le quota de handicap soi-disant invisible dans les assos, parce qu'il y a beaucoup de personnes concernées par le handicap qui sont un peu plus socialement visibles, même si je n'aime pas faire cette distinction. C'est vrai que on est un petit peu moins nombreux des fois avec des handicaps voilà, un peu moins perceptibles en tout cas. Tout à fait, je pense qu'on préfère employer ce terme dans l'association parce que finalement ça demande juste de réfléchir un petit peu. Il y a des handicaps, on va dire plus cachés entre guillemets, j'ai envie de dire, il y a même des capacités qui sont plus cachées. Parce que nous, ce qu'on a mis à dire à Dear Valid People, c'est que autant dans le cas du handicap invisible, les capacités de la personne vont être supposées, mais en cas de handicap visible, ça va être l'inverse. On va présumer de nos incapacités et donc on va toujours être surpris d'être là, d'être en débat, d'avoir une vie sociale, une vie professionnelle. Voilà, effectivement. D'ailleurs, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure de cette distinction entre visible et invisible dans le cas du validisme ordinaire, parce que ça nous réserve des fois des surprises.
Et ce qu'on peut faire pour démarrer, c'est déjà essayer de définir en fait qu'est-ce que c'est que le validisme ordinaire, parce qu'on lui donne pas toujours forcément le même nom. Et du coup, Damien, c'est de quoi pour toi le validisme ordinaire? Pour moi, je dirais que c'est une conséquence directe du validisme systémique, c'est-à-dire que le validisme systémique, ça va être des systèmes. On a parlé plusieurs institutions, on a parlé de l'école, on a parlé des ESAT, maisons d'accueil, qui vont induire des comportements, des règles tacites de comment être avec une personne en situation de handicap. Et souvent, en fait, c'est assez inexistant aussi. Donc, c'est pour ça qu'on va se baser sur le peu qu'on sait, qu'on nous montre, mais sans en reparler. C'est ça. Et finalement, le validisme ordinaire, c'est à la fois dans les comportements individuels, mais aussi dans les comportements en fait collectifs, en fait dans les fonctionnements collectifs de la société. Et en fait, c'est une forme de validisme qui est complètement banalisée, parce qu'en fait, elle est profondément enracinée en fait dans notre culture dominante, qui est une culture de la personne valide en fait, parce que notre principe c'est que le handicap existe parce que on est dans une société qui a été pensée par et pour les personnes valides. Donc c'est ça qui crée ce handicap. C'est pas les dysfonctionnements entre guillemets ou les capacités de la personne, c'est son interaction entre une personne et son environnement. Donc ça c'est déjà pour remettre un petit peu les bases. Et donc finalement, dans la culture dominante, être handicapé, c'est perçu comme quelque chose de profondément négatif finalement. Et du coup, le validisme ordinaire, c'est une discrimination qui est finalement socialement acceptable. C'est-à-dire que ça paraît parfaitement OK qu'on soit discriminant vers les personnes handicapées. Ça ne questionne pas plus que ça. Et pour préciser un petit peu, au niveau individuel, ça passe souvent par des comportements qu'on pourrait appeler des micro-agressions. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression, nous, de faire quelque chose de négatif, de faire un comportement particulièrement malveillant. Mais en fait, c'est la répétition de ce comportement, parce que pour la personne handicapée, ce sont des choses qu'elle va entendre ou qu'elle va vivre tellement souvent et de façon tellement fréquente, en fait, que ça va être vraiment des micro-agressions qui vont lui pourrir la vie. Et ça peut être des remarques, des gestes déplacés qui passent souvent inaperçus. Et au niveau collectif, ça va être par exemple le fait d'invisibiliser les personnes handicapées, en fait, de les enlever des espaces publics, des représentations, en fait, de les oublier complètement. Ou de jamais les représenter correctement, voilà, de pas respecter leur consentement. Donc voilà, c'est tous ces comportements qu'on a complètement banalisés et qui du coup, en fait, parfois même on se rapproche un petit peu de ce qu'on appelle le validisme bienveillant, sauf qu'en fait, la petite nuance pour moi, c'est que finalement, il y a pas de bienveillance profonde derrière, c'est ou une neutralité vis-à-vis de ce qu'on est en train de faire, ou parfois même carrément une hostilité envers les personnes handicapées, parce qu'il y a cette idée derrière de le handicap égale quelque chose de forcément négatif. Alors, attendez le micro parce que pour enregistrer la voix... C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais cette conférence, comme toutes les autres conférences, est enregistrée. C'est pour ça qu'on parle dans un micro. Et si vous voulez interagir avec nous, vous pouvez. N'hésitez pas à lever la main si vous avez une question, une interaction. Rémi se fera un plaisir de vous passer le micro. À vous, madame. Je voudrais compléter votre élocution. Mon problème de handicap est dû à un accident et il m'arrive depuis après le coma quoi. Après coma, je fais la rééducation et maintenant encore il m'arrive d'avoir des réflexes, des gestes un peu vicieux envers les gens qui sont naturels
que j'ai fait quand j'étais jeune, avant l'accident, comme vous avez dit. Merci pour votre témoignage. Et il y a beaucoup de personnes pour qui le handicap, quand ça arrive en cours de la vie, on ressent bien un avant et un après dans la façon dont les personnes se comportent en fait avec nous. Et c'est d'autant plus violent parce que pour les personnes, par exemple, qui vont grandir et évoluer avec un handicap, c'est quelque chose qu'on assimile au fur et à mesure de la vie de façon plus ou moins consciente. Mais quand ça vient de façon accidentelle à un cours de la vie, on va vraiment sentir le avant-après de comment les gens se comportent de façon validiste avec nous. Et ça va être d'autant plus violent et d'autant plus difficile à vivre. Et du coup, on parlait de une espèce de nuance finalement entre le validisme ordinaire et le validisme bienveillant. Qui est à quel niveau pour toi ? Pour moi, en fait, on va dire qu'il se complète. Pour moi, le validisme bienveillant est compris dans le validisme ordinaire. En effet, la nuance se situe au niveau des sentiments. La bienveillance, le validisme bienveillant, il y aura toujours une idée de vouloir bien faire derrière. Alors que le validisme ordinaire, c'est plus une question de c'est comme ça. Pourquoi on voudrait faire autrement ? Ça a toujours été comme ça. Et pour le coup, ça fait lien aussi avec des personnes qui ont été valides avant, qui ont eu un passif de personnes valides, ce que j'ai pu avoir. C'est vrai qu'au final, on intériorise, je trouve, beaucoup plus vite. Alors ça, on en parlera bien plus tard dans une conférence du validisme intériorisé. Je t'ai vu, Bérangère. Mais le validisme ordinaire, nous, on a intégré ces règles. Ça a toujours été comme ça, parce qu'on était valide. Donc c'était facile de se dire, ça a toujours été comme ça, sauf que maintenant, on passe de l'autre camp, entre guillemets. Et là, en fait, on dit, ça a toujours été comme ça, et on réfléchit, et peut-être qu'il faut réfléchir à de nouvelles histoires, de nouvelles trajectoires, et c'est ce qu'on essaye de faire aussi à Dirvalley People, et ce qu'on essaye de faire à chaque conférence, en étant tous regroupés, partager aussi des histoires. Oui. Et c'est par rapport au validisme bienveillant. Oui. Juste, j'ai un petit exemple. Ça nous est arrivé plein de fois. Mais j'ai un exemple qui était assez parlant une fois. J'étais encore en fauteuil manuel et ça montait un peu. Mais j'avais le pied qui avait un peu glissé. Et si j'avançais le fauteuil, j'allais me coincer le pied dans la roue et peut-être tomber ou me casser. Enfin, me tordre la cheville. Et il fallait que... Donc, je me suis arrêtée pour remettre le pied. Et il y a une personne, pas toute jeune, qui arrivait derrière, qui visiblement avait envie, moi je l'ai interprété comme ça, de montrer qu'elle voulait bien faire. Et en fait, je dis, mais je vais vous aider, je vais vous pousser. Et moi, j'arrivais pas à parler fort. Je disais, mais non, arrêtez. Et elle a insisté, et elle m'a forcé, elle a voulu pousser le fauteuil, donc ma jambe s'est coincée. Bon, j'ai réussi à m'en sortir, mais voilà, donc c'est un exemple, je trouve, parlant, quand tu parles de l'émotion et de pourquoi la personne, elle veut aider, elle veut montrer aux autres qu'elle aide les personnes handicapées. Donc c'est vraiment, ça dit plein de choses, parce que c'est pour elle, et ça vraiment, moi je trouve ça un peu moche, enfin bon, pas plus que ça, mais c'est vraiment aider pour montrer qu'elle aide. Le réflexe du sauveur, je crois qu'on dit un truc comme ça. Oui, le syndrome du sauveur, tout à fait. Pour le coup, le validisme bienveillant, on en parlera à la prochaine conférence. Voilà, c'était juste un bon exemple. Ça fait lien aussi avec le validisme ordinaire et qu'on voit à quel point c'est imbriqué et qu'on a du mal à faire la différence. C'est que là, en fait, aussi, pour moi, ça fait partie de la règle Tacite qu'on a toujours entendu depuis qu'on est enfance. Il faut aider des personnes handicapées. Il faut les aider, ces gens-là. Non, je pense qu'il y a un petit florilège pour tout le monde. Mais ouais, en fait, on va obéir plus à cette règle Tacite
à cette norme plutôt qu'aux personnes, qu'à apprendre à écouter les personnes. Parce que là, pour le coup de ce que j'entends aussi dans ton histoire, c'est que tu ne parles pas assez fort et la personne n'a pas pris le temps, n'a pas cherché à t'écouter. Et c'est écouter elle et écouter la règle sociale qui est pour moi un des prémices du validisme ordinaire en fait. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, il y a de plus en plus de personnes en fauteuil roulant manuel qui mettent en fait des picots, pas des pics qui pourraient beaucoup blesser, mais des picots sur les poignets de leur fauteuil pour éviter qu'on attrape en fait les poignets des fauteuils. Et notamment, il y avait une personne handicapée qui avait publié sur les réseaux sociaux une photo donc de la customisation de son fauteuil avec les pics. Et en fait, elle a reçu plein de commentaires très négatifs de personnes valides qui étaient outrées en disant « Mon Dieu, comment pouvez-vous faire ça ? C'est méchant envers les personnes qui voudraient vous aider. » Et donc, il y avait une vraie incompréhension. Et là, on est vraiment en plein dans ce validisme ordinaire. C'est-à-dire qu'on veut tellement aider, sauver les personnes handicapées qu'on n'admet pas une seule instant en fait de juste respecter leur volonté, et leur volonté c'est ne touche pas à mon fauteuil sans te demander en fait tout simplement. Et donc ça fait partie des petits exemples qu'on peut donner comme ça de comportement. En l'occurrence aider une personne handicapée sans son consentement, c'est pas l'aider en fait, c'est la forcer à faire quelque chose. Et les gens comme ça pensent que c'est sympa, par exemple, de prendre une personne aveugle par le bras et lui faire traverser la route ou quoi que ce soit sans lui demander, ou d'attraper un fauteuil et de le déplacer. Et tout ça, c'est des comportements bien sûr à proscrire. Oui, ça reste des agressions comme les autres par manque de consentement. Il y a une question, il y a deux questions. Oui, bonsoir. Je tenais à vous dire. Après l'accident, j'étais dans un centre et on voulait me pousser. Mais moi, dans ma tête, je disais non, je dois y arriver. Mais on me forçait et on m'a mis un coup sur la tête en me disant on t'aide là. Moi, j'acceptais pas. Je voulais faire et aujourd'hui, je remarche. Faut y croire, faut qu'on y croie tous. Faut se battre. La vie, c'est pas facile. Faut y croire en soi. Et on y arrivera. Merci beaucoup. Et ça, c'est vraiment une partie très importante en fait du validisme ordinaire finalement. C'est de considérer les personnes handicapées un peu comme des enfants toute leur vie. Et donc, quand on les infantilise, on les paternalise. Et en fait, on va parler à leur place, choisir à leur place, décider à leur place. Et en fait, ça paraît complètement normal aux personnes, en fait, voilà. Et ça va dans tous les comportements, on va dire, quotidiens, que ce soit, on va dire, dans les espaces publics, dans les institutions, à l'école, au travail, enfin, dans tous les milieux. Mais c'est un comportement, on va dire, basique de surprotection, sans jamais penser, en fait, à ce que la personne nous dit, en fait, de ce qu'elle veut faire, de ce qu'elle veut être, de ce qu'elle veut choisir. Et en fait, finalement, on la prive de son autonomie en faisant ça, c'est-à-dire qu'on la prive de son choix en décidant à sa place, en parlant à sa place, ou en faisant les choses à sa place. Moi, de ce que j'entends dans le témoignage de monsieur, j'entends aussi une envie de nous soulager et de éviter cet effort. Parce qu'en fait, nous, cet effort, on le chérit. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, certes, peut-être que des fois c'est galère, mais en fait, nous, on aime la galère parce que ça nous permet aussi de maintenir cette autonomie. Et l'autonomie, ça n'a pas de prix, je pense. Donc, si le prix, c'est de prendre plus de temps, c'est de galérer, faire plus d'efforts, nous, on a envie de le prendre. Et les gens, ils ne comprennent pas toujours autour de nous. Enfin, un peu plus tard que tout à l'heure, j'étais au supermarché, je voulais récupérer quelque chose qui est en hauteur et moi, je peux me lever. Il y a 2 personnes qui sont venues me demander si je voulais de l'aide. J'ai répondu non. Alors déjà, répondre non, il faut le dire plusieurs fois, non, avant qu'ils comprennent. Et je pense qu'ils sont partis en mode... C'est comme pourquoi il a dit non, le monsieur, il a besoin d'aide. Ben non, en fait, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que vous me laissiez tranquille et de faire
les choses à ma manière. Même si ça peut vous surprendre, je fais les choses à ma manière. Ce sera totalement différent de la vôtre et totalement différent d'une autre personne handicapée. C'est ça qui peut surprendre les gens, c'est que il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle générale, il n'y a pas quelque chose qui s'appliquer sur moi ne va pas s'appliquer sur une autre personne qui soit en fauteuil roulant, qu'elle ait la même pathologie que moi. Ce sera toujours totalement différent parce que les gens ont un lien très différent avec ce handicap aussi. Donc c'est pour ça que c'est important d'écouter les gens parce que chaque personne aura une réponse différente. Il y avait une question aussi devant. Bonjour. Est-ce qu'aussi dans l'idée du validisme ordinaire, il y a aussi l'idée que beaucoup de personnes valides, elles n'ont pas conscience que la plupart des gens vont connaître des formes de handicap, notamment en vieillissant, sauf à mourir jeune, subitement en bonne santé. Mais donc il y a une fausse idée d'altériser les handicapeurs que pratiquement personne ne va connaître le handicap rien qu'en vieillissant, quoi. Oui, ce que tu dis, ça explique aussi pourquoi il y a un très gros amalgame entre personnes âgées et personnes handicapées. C'est que pour les gens, personnes handicapées jeunes, ça n'existe pas. Ça ne devrait pas exister. Par contre, personnes âgées handicapées, là, il n'y a pas de problème. Handicapé de fait qu'on vieillit. Oui, tout à fait. C'est le moment où je peux citer la citation préférée de Camille Carnegie, notre vice-présidente. Dans un pays développé où l'espérance de vie est de plus de 75 ans, comme la France, la moyenne, les gens vont vivre 7 à 8 ans avec un handicap. Il y a aussi cette idée que le handicap est jamais très loin. Il est toujours à côté de nous. C'est un potentiel qui existe ou qui n'existe pas encore, mais qui n'existera si on vit assez vieux. Tout à fait, et je crois on est à peu près 20% de personnes handicapées, mais en réalité, il y a 50% des personnes, donc une personne sur deux, qui va expérimenter le handicap à un moment de sa vie. Ça peut être temporaire, ça peut être quelque chose qui va venir et partir, ça peut être une maladie invalidante après qui va disparaître, mais à un moment de la vie, à toujours un moment donné, on va être confronté au handicap quoi qu'il arrive. Et une autre forme de validisme qui est extrêmement banalisée à tort, c'est l'humour. L'humour, faire des blagues validistes. Et les gens adorent ça. Alors moi, j'ai une petite anecdote avant de repasser la parole à Damien. J'ai fait une petite formation il n'y a pas longtemps. Et en fait, le dernier jour de formation, le formateur me connaissait pas beaucoup. Je connaissais pas encore très très bien le groupe. Et donc, comme on faisait des sortes de situations où il allait falloir beaucoup écouter les gens parler avec des petits scénarios, tout ça, j'ai rappelé en tout début de journée, j'ai dit excusez-moi, je prends juste 2 minutes pour rappeler que je suis malentendante, essayer d'articuler un petit peu, de pas parler trop doucement, etc. Je vais me mettre là pour voir bien les visages des gens et tout. Donc, je donne des petites consignes très simples et synthétiques pour communiquer avec moi. Et le formateur a enchaîné direct en faisant une blague en fait sur mon handicap et en se mettant à crier en disant ah bah alors faut parler comme ça, en criant. Et en fait, je suis restée complètement choquée en mode comment, quand une personne parle de son handicap, la première réaction peut être de faire une blague. Et je pense que ça vient d'un profond malaise des gens face au handicap. Alors, ils ont besoin d'enchaîner avec une blague, mais en fait, ne faites pas ça, s'il vous plaît, chez vous, par pitié. Et du coup, Damien, toi aussi, des niveaux humour, t'en as fait des belles. Mais là, pour le coup, ce que ça montre aussi, je pense, c'est que les gens ne sont pas à l'aise avec le confort. On n'apprend pas aux gens d'être dans l'inconfort. Et je pense que ça arrive à tout le monde. Hein. Moi, le premier, même si je suis en fauteuil roulant, j'ai croisé une personne qui m'a dit qu'elle était malentendante sourde. Et mon premier réflexe a été de parler plus fort. Bon, après, je me suis remis en question. Je me suis dit, ok,
peut-être qu'on n'en fera pas ça. La question, c'est est-ce que cette personne se remettra en question? Apparemment, je suis pas sûr. Parce que sous le prétexte de la blague, on peut se permettre plein de choses. Trop de choses, apparemment. Parce que c'est qu'une blague, hein, finalement. Mais une blague, ça fait passer plein de règles sociales tacites. De dire, ben, vous pouvez rigoler de ça. Ça dit quand même beaucoup de choses. Et moi, pour le coup, aussi, j'en parle parce que bah, c'est mon métier. Moi, je suis humoriste, je fais du stand-up depuis 3 ans et demi. Donc, faire du stand-up quand on est en fauteuil roulant, ben, Et non, tu ne fais pas du stand-up, tu fais du sit-up. Et ben, non, je suis désolé de dire, je fais toujours du stand-up. En fait, je fais la même chose que vous, il n'y a pas de différence à faire. Et derrière cette blague, les gens se rendent pas compte qu'ils émettent une différence entre eux et moi. Apparemment, on ne fait pas la même chose. Il y a des gens qui pourraient croire que c'est facile de faire des blagues sur le handicap. Donc ça me met dans la catégorie humoriste simple, quoi, facile. Et il y a aussi, je pense, une forme de discrimination similaire aux humoristes femmes, ou encore régulièrement, il n'y a pas longtemps sur les réseaux, mais il y a un appel pour avoir une réaction par rapport à ça, qui est plus humoriste femme sur les plateaux, parce que la parité, on en est encore loin. Mais pour aussi, toujours dans le cadre du stand-up, qui est aussi en lien avec la situation que vient de décrire Béa, c'est arrivé il y a encore la semaine dernière, j'allais à un comedy club un peu en prévision d'y jouer, donc je voulais voir l'endroit, voir comment je pouvais me le rendre accessible et comment on pouvait m'aider pour aller jouer. En sachant qu'il s'agit d'un endroit avec plein d'escaliers. Et pour le coup, moi, je peux marcher. Donc les gens m'ont aidé à marcher. Sauf que moi, je marche d'une certaine manière. Je marche pas comme tout le monde. Et donc de suite, pour apaiser peut-être leur malaise intérieur, mais aussi le malaise potentiel des autres personnes, de suite, il disait non mais vous inquiétez pas, il est bourré. Et en fait, non. Encore une fois, c'est essayer de faire passer le handicap pour autre chose. Pour encore maintenir le truc de le handicap n'existe pas. Non, il n'y a pas de handicap, il est bourré. C'est l'alcool qui, soi-disant passant, est beaucoup plus dangereux que le handicap, je pense. Et oui, mais je pense qu'il y a vraiment ce truc-là, en fait, de faire passer effectivement l'inconfort de la personne qui va réagir effectivement avec de l'humour. Et c'est le moment de rappeler en fait que quand on parle de toute forme de violence et de discrimination, en fait, on peut faire appel à ce qu'on appelle la pyramide des violences. Et donc, tout en bas de la pyramide, il y a des comportements hyper banalisés, comme les petites blagues. Et quand on laisse passer en fait tous ces comportements hyper banalisés, quelque part, on justifie ce qui va se passer au-dessus. Au-dessus, ça a des trucs un peu plus du style harcèlement, les petites agressions, etc. Et puis après, on va arriver à des agressions plus violentes. Et en haut de la pyramide, il y a le meurtre ou le viol ou ces choses comme ça. Donc, le niveau le plus haut, entre guillemets, de crime. Donc, par exemple, pour une personne handicapée, ça peut être un crime eugéniste ou ce genre de choses. On en parlera tout à l'heure. On a des sujets en fin de conférence. Mais tout ça pour dire... Voilà. Mais c'est pour ça, c'est pour contrecarrer le truc de c'est juste une blague. En fait, c'est jamais juste une blague. Et en fait, quand on permet des comportements comme ça, validistes, légers, qu'on les excuse, en fait, on excuse les comportements du dessus. Et comme on est dans une société qui est quand même particulièrement validiste, en fait, c'est vraiment une pente extrêmement glissante. Et d'ailleurs, pour revenir, on parlait en début de conférence du handicap visible et invisible. Et moi, j'avais lu un article de blog. Alors, c'est le blog de Petite Loutre. Je sais pas, vous parlera peut-être. Et en fait, elle parlait justement de ce concept-là. Et dedans, elle raconte quelque chose que j'aime beaucoup. Elle dit qu'en fait, les personnes, parfois, quand le handicap est donc soi-disant invisible, en fait, la notion même de handicap est tellement
difficiles à placer pour elles chez une personne intellectuellement, que finalement, elles ne vont pas voir tous les symptômes en fait qui se présentent de ce handicap. Parce que nous, ce que j'aime bien dire, c'est que effectivement, si vous me voyez passer dans la rue, vous n'allez pas vous dire que cette personne est handicapée. Mais si vous vous asseyez 5 minutes pour boire un café avec moi, et pour peu qu'il y ait un peu de bruit, vous allez très vite voir que je suis handicapée parce que je vais vous faire répéter, je vais pas comprendre, je vais répondre à côté de la plaque, donc vous allez en fait le voir perceptiblement que je suis, je vais vous demander de parler plus fort ou voilà. Donc finalement, mon handicap invisible, en 5 minutes, voilà, vous allez très vite me détecter. Et pourtant, tout au long de ma vie, en fait, les gens ont vu littéralement ma surdité, mais sans l'associer au fait que j'étais réellement sourde. Donc, une petite anecdote comme ça, vite fait. Mes copains, quand j'étais au lycée, à l'époque, on avait des super téléphones Nokia avec des sonneries stridentes extrêmement aiguës. Voilà. Et moi, les sons aigus, je les entends juste pas, en fait. Voilà, je les entends pas quand je ne suis pas appareillée, donc je n'étais pas appareillée étant jeune. Et donc, au milieu de la table de bar, comme ça, devant tous mes copains, mon portable sonnait et je continuais à parler sans m'interrompre puisque je n'entendais pas ma sonnerie. Et tout le monde s'interrompait et me regardait en disant mais t'es sourde! Et en fait, ils commençaient à rigoler chaque fois que ça arrivait comme ça, que mon portable sonne et que je ne l'entende pas. Et donc, ils rigolaient en m'appelant la sourde. Et quand 20 ans plus tard, je leur ai annoncé que j'étais sourde, ils sont tous tombés des nues. Le truc absolument incroyable, c'est qu'ils n'avaient pas fait le lien entre la surdité qu'ils voyaient et un vrai handicap diagnostiqué. Et ça, c'est un exemple vraiment que j'ai trouvé incroyable et fascinant sur le fait de voir des choses et de ne pas l'associer, en fait, comme le fait de voir, par exemple, une personne qui a des symptômes très clairs, par exemple, du trouble du spectre autistique, et de dire, non, en fait, elle ne fait pas assez d'efforts. Voilà, c'est ce genre de choses, de comportement, de se dire, finalement, on ne veut pas voir le handicap. C'est pour ça que je ne parle pas de handicap invisible, je parle de handicap invisibilisé, que les gens ne veulent pas le voir. Pas sûr, même dans mon cas, dès qu'ils ont l'occasion de taper ce handicap, ils n'y pensent pas. Exemple, si je joue dans un endroit où je ne suis pas en fauteuil, si je n'explique pas que je suis en fauteuil roulant, que je suis handicapé, même si les gens voient comment je marche parce que les gens m'ont aidé à aller sur scène, les gens ne pensent jamais fauteuil roulant. Et jamais. Il faut toujours leur obliger de l'entendre. Et moi, dans ce que tu dis, dans ton témoignage, j'entends deux choses. La première, c'est que handicapé, tout handicap que ce soit, ça peut être l'objet d'une blague. Apparemment, dire ouais, t'es handicapé, t'es sourde, ça te fait rire les gens, mais qui ne sont pas concernés. Un peu à la manière d'insultes homophobes, PD. Tout à fait. C'est vraiment la même chose. D'ailleurs, il y a énormément d'insultes validistes. En fait, ça fait partie du validisme ordinaire, c'est-à-dire le fait d'utiliser des noms de diagnostics pour dire mais il est fou, il est autiste, il est schizophrène, non mais lui et machin. En fait, c'est utiliser des diagnostics comme des insultes. C'est vraiment la base, voilà, du validisme ordinaire. On le voit même dans des Disney. Enfin, j'ai revu un Disney il n'y a pas longtemps et je me suis fait cette réflexion-là de blague validiste. Voilà, un peu à la même manière ils nous ont éduqués à notre culture romantique, à plutôt culture du viol peut-être, on ne sait pas. Ben, c'est aussi une culture validiste, je pense. Et dans ce que tu disais, oui, les gens ne veulent pas nous voir handicapés parce que moi, je peux marcher. Donc la blague, c'est mais t'es pas un vrai handicapé parce que tu marches. En fait, le handicap, c'est pas qu'une histoire de marcher ou de pas marcher, c'est pas binaire. Et c'est bien plus large que ça, bien plus nuancé. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est une histoire d'interaction avec ton environnement. Et spoiler, tout le monde a été handicapé dans sa vie, même vous. C'est-à-dire que si on vous met en face d'un meuble Ikea et sans mode d'emploi, vous allez être handicapé, je vous le dis de suite. Et en fait, c'est exactement la même chose dans le cas du handicap. C'est-à-dire que moi, un autisme, vous l'avez vu pour monter sur scène, ça a été des rampes. Donc c'est exactement la même chose. Et moi, avant d'être en fauteuil roulant, je pouvais
passer comme quelqu'un de ne pas handicapé. Et les gens me disaient, et non, t'es pas handicapé, comme si c'était un compliment de me dire, mais non, on te voit pas comme un handicapé. Parce qu'il y a encore cette idée très négative de handicapé égale à incapable. Et d'ailleurs, on la retrouve aussi dans ce compliment, encore une fois, de handicapable. Bah non, en fait, on est tous plus ou moins capables, en fait. Et on peut être handicapé et capable. Ce n'est pas antinomique. Une petite question. Oui, enfin. Donc, en fait, si on se dit que on est tous handicapés, il n'y a pas des valides et des handicapés, tout le monde a des difficultés quelque part. Donc aussi, la personne qui fait une blague pourrie ou qui a du mal à comprendre ce qu'on vit, elle aussi, elle a un handicap. Elle a le handicap d'avoir du mal à comprendre. Et donc, en fait, c'est tous dans la société. Là, si je cherche des voies pour que la société fonctionne mieux, là où on en est aujourd'hui dans la société, que si on arrive à développer ça, en fait, que chacun arrive à se regarder, toute personne discriminée, mais ça veut dire que nous aussi, on arrive patiemment à avoir de la bienveillance pour les gens qui font des blagues pourries et à les amener gentiment, je ne sais pas comment, mais ce que aussi c'est ça aussi que nous on arrive à pas être trop dur avec les gens qui ne comprennent pas. Je dis pas que c'est facile. C'est pas très facile, je pense que ça dépend de où on en est de notre étape. Il y a des gens qui vont avoir beaucoup de pédagogie, qui vont avoir envie d'expliquer, mais on ne doit pas la pédagogie, on la doit à personne. Et parfois, on a juste le droit de passer son chemin et de pas répondre, de pas réagir. Ça fait partie aussi des choses qu'on a le droit de faire. Parfois, on a le droit d'expliquer, on a le droit de s'énerver. En fait, on a le droit de réagir de multiples manières et on a le droit aussi de pas réagir. Voilà. Comme tout le monde. Comme tout le monde, dans ce exactement. cas-là. Parce que si on veut être, si on veut être comme tout le monde, ça veut dire aussi que la personne en face qui a une mauvaise réaction, tout à fait. Et ça me faisait penser. Ça me faisait penser à une anecdote, ce que tu racontais, Damien. J'ai aussi une copine en fauteuil à qui c'est arrivé en fait de se rendre à un événement en voiture, en conduisant sa voiture, et elle est rentrée dans le parking du lieu de l'événement pour chercher la seule et unique place PMR dont on lui avait parlé. Alors déjà super, parce que déjà c'est super dur à trouver les places PMR dans les grandes villes, etc. Et là en l'occurrence elle cherchait la place PMR. Et en fait, le gardien du parking l'a agressé oralement en lui disant en fait, mais t'es pas handicapé, tu cherches à voler la place d'une personne handicapée, etc. Il n'arrivait pas à croire qu'une personne handicapée, dont le fauteuil était dans le coffre de la voiture, soit en train de conduire sa voiture tranquillement. Donc là, en fait, c'est encore une fois des réactions de validisme banalisé, d'aller jusqu'à finalement agresser oralement une personne en ne la croyant pas sur son truc. C'est ça exactement, on en parle depuis tout à l'heure, de ne pas croire ce qu'une personne handicapée dit sur son propre handicap, sur ce qu'elle est capable de faire ou de pas faire, de remettre en question son handicap. Ça fait partie des comportements, des micro-agressions, voire des agressions tout court, en fait, que peut vivre une personne handicapée. Et on va peut-être passer un peu à la suite, parce que... Avant de passer à la suite, moi, j'aimerais réagir un peu sur ton interaction, Marie-Angèle. Et en fait, pour moi, je pense que le monde irait mieux si on pouvait accepter de ne pas comprendre. Parce que moi, je trouve que c'est toujours la question qu'on nous pose, mais dès qu'il y a une différence, toujours le pourquoi, mais comment tu fais, mais il y a toujours cette question et en fait, des fois, accepter que tu ne comprends pas et que tu n'es pas la personne la mieux placée pour comprendre, mais qu'il y en a d'autres pour faire ça, c'est aussi ça, être en société, c'est de dire, nous, on peut pas et d'autres peuvent. Et c'est aussi le principe du handicap et des auxiliaires de vie, c'est que et nous, qu'on ne veut pas faire, nos auxiliaires peuvent, et on travaille en coopération.
et pas en compétition. C'est aussi la problématique, je pense, de la société actuelle. Accepter oui, d'autres. mais Oui. le temps que la société se réveille, on peut toujours attendre. Nous, les Pour le coup, handicapés. justement, nous, on a arrêté d'attendre et on agit. Là, avec nos humbles armes, de créer une association, de faire des conférences avec un micro. Mais je me dis que ça, c'est notre pierre à l'édifice. Et pour le coup, il y a encore 5 ans, l'émission, il n'y en avait que quelques dizaines. Maintenant, il y en a une centaine disponibles sur Toliblator, disponibles pour tout le monde. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, la question de handicap, ça ne concerne pas que nous. Ça concerne tout le monde si on veut une société inclusive. Et même, nous, on est handicapés, mais on est amis avec des personnes valides qui ont des appartements pas accessibles. Oui, on a des amis valides. Et donc, ces personnes ont la frustration de ne pas pouvoir nous recevoir. Donc, en fait, ça concerne vraiment tout le monde. Et comme a dit Béatrice, notre maîtresse du temps, on va avancer sur nos prochaines thématiques. Pour parler un petit peu de représentation des personnes handicapées, parce que une partie de validisme banalisé, en fait, s'arrête finalement dans le fait de le manque de représentation d'une manière générale, ou alors la mauvaise représentation des personnes handicapées. C'est-à-dire, on est quasiment absent de ce qu'on appelle les cercles de pouvoir, c'est-à-dire, il y a par exemple dans l'Assemblée nationale, dans la politique, dans toutes les conseils d'administration des grosses entreprises, il n'y a pas l'air beaucoup de personnes handicapées. Et aussi, en fait, dans ce qu'on voit tous les jours à la télé, dès qu'on allume la télé, les pubs, les livres, les films, les clips, enfin, tout ce qui constitue ce qu'on appelle la pop culture, là aussi, les personnes handicapées sont quand même peu présentes ou mal représentées. Et notamment, il y a aussi une particularité qu'on critique, c'est ce qu'on appelle le creeping up. Phénomène, le creeping up, je ne sais pas si certaines connaissent ici. Donc le creeping up, en fait, c'est le phénomène que des acteurs valides incarnent des personnes handicapées, sous prétexte que c'est le plus grand challenge de leur carrière. Je suis pas sûr. Ça soit un objectif, un challenge à remplir pour être un meilleur acteur. Que finalement, si on peut peindre le handicap, on est le meilleur acteur du monde. Je suis pas convaincu de ça. Et je dirais aussi au niveau de la représentation, au niveau de la pop culture, il y a aussi la représentation de manière générale où il y a toujours l'impensé et de dire, en fait, c'est pas pour les personnes handicapées. Non, cette formation, ce n'est pas pour les personnes handicapées. Et après, on va nous dire qu'on n'est pas assez formé. Et donc là, il y a aussi un cercle vicieux qui se répète encore et encore. Et par exemple, comme tu dis, c'est un cercle vicieux parce que une des raisons pour lesquelles on justifie donc le creeping up, c'est en disant, par exemple, si on veut faire un film et avoir des sous quand on fait notre film, il faut des acteurs bancables. Donc les acteurs bancables, c'est des acteurs valides, bien sûr. Mais pourquoi il n'y a pas d'acteurs handicapés bancables ? C'est parce que chaque fois qu'il y a un rôle de personnes handicapées, on n'embauche pas des acteurs qui sont handicapés. Et donc, ils sont jamais connus, ils travaillent pas et ils n'ont pas la chance de monter dans leur carrière et de devenir un jour bancables. Donc, on est sur un cercle vicieux de les acteurs handicapés ne sont pas bancables parce qu'on ne les monte jamais, on leur donne jamais leur chance. Pourtant, il y en a qui
cherchent du travail et qui ont besoin de tourner sur les plateaux de tournage. Et voilà, en leur donnant pas leur chance. Voilà, exactement. Mais effectivement, c'est une vraie problématique. Et puis en plus, il y a ce côté un petit peu, en plus à Hollywood, où si on joue un rôle de personne handicapée, on espère décrocher derrière des prix d'interprétation, etc. Parce que en plus, c'est voilà, tout à fait. C'est effectivement, on va encenser les acteurs ou actrices qui vont jouer un rôle en disant mon Dieu comme ils jouent bien ce rôle-là, comme ils l'ont bien incarné, et finalement le handicap finalement devient un déguisement, c'est-à-dire que l'acteur ou l'actrice valide va mimer le handicap et va être en plus récompensé si il s'approche d'une réalité, mais en réalité c'est une réalité perçue par les personnes valides, parce que souvent les personnes handicapées qui vont regarder un film avec un handicap qui les concerne vont voir tous les défauts en fait dans la représentation, parce que elles sont les premières concernées et elles vont dire bah non, ça se passe pas comme ça en fait avec mon handicap. Mais par contre, les personnes valides qui ne connaissent pas cette réalité vont trouver que l'interprétation est géniale, que c'est super, etc. Et ça va, ils vont avoir beaucoup de succès quand ils vont jouer ce genre de rôle. Et finalement, ça se rapproche un peu, dans la critique qu'on émet, de ce qu'on appelle le blackface. C'est-à-dire qu'on a critiqué le blackface et maintenant c'est devenu quelque chose de interdit, en tout cas d'extrêmement tabou. Et en fait, on pourrait dire que faire du creeping up, c'est une forme d'appropriation du handicap et que peut-être que dans 10-15 ans, on ne le fera plus. Oui. Oui, c'est juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, justement, parce qu'on est aussi pour faire des propositions constructives. Et avant que je vous parle de ma proposition, je veux vous dire merci. J'adore tous vos témoignages. Vous êtes des belles personnes. Je vous aime. Alors, pour la proposition, justement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire remonter le fait qu'il faudrait absolument, quand il s'agit d'un film sur une personne handicapée ou plusieurs personnes handicapées, et quel que soit le type d'handicap, demander l'obligation d'avoir une personne handicapée, fauteuil ou autre, même un petit staff, un trio d'handicapés, qui va justement faire remonter que non, ça colle pas. Ça, ce n'est pas une réaction, nous, en tant que handicapés, là, vous surjouez et même on ressent quelque chose de l'ordre de la vexation, voire même de la blessure. Donc, vous allez arrêter là cette façon de jouer parce que c'est de la caricature de notre état. Alors, si vous permettez, je vais vous montrer, moi, comment je jouerais cette scène-là. Alors, ça existe un petit peu déjà, en fait. Il y a des métiers qu'on va appeler des sensitive readers qui vont pouvoir relire les scénarios et donner leur avis en tant que personne concernée sur la question. Après, l'obligation, je ne suis pas sûr parce que le principe de quota, on l'a déjà sur les entreprises pour l'emploi des personnes handicapées et on voit bien que ça ne marche pas. On voit bien que c'est pas la solution. C'est comme, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, la question de la parité sur les plateaux de stand-up. Je ne pense pas que l'idée non plus est d'obliger d'avoir des humoristes femmes à chaque plateau parce que aussi ça vient déséquilibrer le plateau. Par contre, c'est aussi donner la chance à chacun et chacune. Et aujourd'hui, dans le monde du stand-up, il y a beaucoup de gens qui en parlent de ça. Moi, je pense que c'est plutôt être conscient, prendre conscience de tout ce qu'on dit et des impacts que ça peut avoir. Là, on parle des acteurs, mais il y a aussi la question des réalisateurs. On voit la différence déjà des films réalisés par des hommes, réalisés par des femmes. Et même, en plus de ça, il y a aussi la question de ce qu'on appelle le male gaze, le female gaze. Donc, il y a des réalisatrices qui peuvent avoir un male gaze. Ça n'empêche pas, comme une personne handicapée peut être validiste, comme une femme peut être misogyne. Et je pense que dans le cas du cinéma, on parlait de able body gaze
valid gaze dans le cas. Alors, pour préciser un petit peu, pour les personnes qui éventuellement ne connaîtraient pas, en fait, on a beaucoup critiqué ce qu'on appelle le male gaze dans le cinéma notamment. C'est une façon de filmer, en fait, à travers le regard masculin. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont filmer d'une certaine manière une femme en remontant par les jambes, comme ça, en passant par les fesses. En fait, c'est une façon de filmer sexualisante parce que c'est à travers le regard des hommes. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler durant les derniers Jeux Olympiques, il y a des caméramans durant les compétitions sportives féminines qui ont été épinglés et ils ont eu des retours de spectateurs parce que justement, je sais pas, le beach volley ou je ne sais quoi, ils avaient une façon de filmer les joueuses qui était extrêmement sexualisante. Ils ne filmaient pas pareil les athlètes féminines et les athlètes masculins. Et donc, ils ont été épinglés parce que maintenant, justement, comme on connaît ce terme de male gaze, on est capable d'analyser et d'avoir un retour et de faire des critiques quand on voit quelque chose. Et ça me fait penser tout ce qu'on est en train de raconter et pour vous répondre aussi, il y a des choses pour l'instant qui ne sont effectivement pas obligatoires. Par exemple, sur les plateaux de cinéma, on n'a pas, je sais pas, de référent handicap obligatoire ou ce genre de choses. Mais vous avez peut-être entendu parler en ce moment qu'il y a un gros MeToo cinéma avec un gros rapport qui a été fait. Il y a plein d'actrices qui ont été auditionnées parce qu'elles ont subi des agressions sexuelles, etc. Et ils ont fait toute une liste de propositions pour rendre le monde du cinéma plus safe pour les femmes. Et notamment, ça passe, une de ces propositions, ça n'a pas été, je ne crois pas que ça a été encore appliqué, mais c'est que sur tous les plateaux de cinéma, quand il y a des scènes sexuelles, qu'il y ait une personne qui soit là pour vérifier le consentement de tout le monde, que tout se passe bien, que l'actrice n'est pas mal à l'aise, qu'on l'oblige pas à faire quelque chose à la dernière minute, etc. Parce qu'il y a eu plein d'actrices dans leur carrière qui ont été surprises, genre le réalisateur qui fait hey, on va faire une scène surprise, elle n'est pas au courant, comme ça elle jouera encore mieux. Et après, derrière, l'actrice est traumatisée. Donc, je fais un écart, mais pour dire que finalement, en fait, si notre société peut évoluer, parce que il a fallu très longtemps, mais on s'est rendu compte qu'il y avait eu plein d'abus sur les actrices au niveau sexuel, et on est en train de mettre en place des choses pour que ça n'ait plus lieu, et donc on peut estimer qu'on peut faire la même chose aussi pour les personnes handicapées sur les plateaux, partout. C'est comme dans les entreprises, mettre un référent handicap dans l'entreprise qui soit une personne à qui on peut se référencer pour avoir ces informations, pour connaître ses droits, etc. Mais voilà, on peut faire évoluer la société en mettant en place des choses comme ça. Donc, c'est des choses tout à fait des référents et ça c'est quelque chose qui est hyper important. Oui. Pour le petit détail, on parle de coordinatrice d'intimité. Voilà le terme exact. Merci Damien. Et pour le coup, tu ne t'éloignes pas du tout parce que je l'avais aussi en tête. Et en effet, je pense que c'est malheureusement pas appliqué sur tous les tournages. Mais encore une fois, c'est pas une question d'obligation. C'est une question de ceux qui veulent le faire, ils le font parce qu'ils veulent bien faire les choses. Et ça devrait être comme ça tout le temps. Parce que la question de l'accessibilité, la question qui revient tout le temps, c'est et c'est pour combien de personnes? Le chiffre, donnez-moi un chiffre. Il faut que ça soit bancable, pour reprendre ton terme. Ça me fait rire parce que c'est bankable. Oui, alors... Merci Damien. Non, merci à toi. Moi, tu l'as dit 2-3 fois. J'ai adoré. Je croyais que tu étais québécoise là, pendant 5 minutes. Non, j'ai un accent anglais. Voilà. Madame, quand vous avez parlé de la sexualité, moi, ça me fait rire. Quand je vois ça, les caméramans qui prennent les nageuses en film qui filment des chevilles jusqu'à la tête. Moi, je ris avec. Les handicapés sont aussi des humains. Tout à fait. Oui, moi j'avais une question. J'ai l'impression que c'est notamment parce qu'il y a eu un petit truc en plus. Il y a aussi, non mais c'est vrai, il y a eu aussi une petite hype autour, notamment la jeune actrice là qui s'appelle Mayanne, qui fait Danse avec les stars, etc. Donc il y a aussi au niveau des représentations parfois des
je sais pas comment expliquer, des starifications. Il y a eu une campagne, c'est toujours lié à la trisomie 21, mais une campagne aussi assez dans le côté empouvoirment qui avait été faite. Ça, vous en pensez quoi? Parce qu'il y a aussi, je trouve, un côté un peu... Enfin, je sais pas, je vous pose la question, vous en pensez quoi? Merci beaucoup d'amener cette question. Si au final, je pense qu'on va pas tenir d'heure. Mais un petit truc en plus, en fait, moi personnellement, je l'ai vu, ce film, mais je l'ai vu pas parce que j'avais envie, parce que je me suis dit, il faut que je sois au courant de ce qui se fait, en sachant que Artus est déjà un humoriste que je n'apprécie pas particulièrement parce qu'il y a des sketchs très validistes sur le handisport. Et même dans le film, un petit truc en plus, il est aussi validiste, même si il essaye d'en faire une moquerie, la moquerie des gens qui imitent les personnes handicapées, en fait, ça ne marche pas. Et c'est le fait qu'il imite qui est drôle, qui fait rire, apparemment. Et en fait, moi, un petit truc en plus, quand je l'ai vu, je suis en mode, ben oui, on est des êtres humains. Quoi, tu rajoutes rien au Spielberg pour moi. Et je trouve que le film a marché en jouant sur la méconnaissance des gens, en fait, sur les personnes en situation de handicap. Après, le petit point positif qu'on peut lui trouver, en effet, c'est pour les personnes trisomiques. Et maintenant, il y a eu un changement de regard. Pour petite mais certaines personnes disaient, avant, on les regardait avec peur, avec dégoût. Maintenant, on veut leur parler, on veut l'autographe. Donc, oui, c'est un changement qu'on peut tout à fait. positif. Mais c'est pareil, alors moi je l'ai pas vu le film, mais pour le coup, si on peut retenir un point positif du film, c'est justement de permettre de connaître des acteurs ou actrices, alors qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient là juste pour ce film-là, mais en tout cas de faire venir sur le devant de la scène des personnes qui sont réellement handicapées, leur donner une place, les mettre en lumière, les valoriser. Ben, au moins ça, quoi qu'il arrive, c'est hyper positif. Et même si c'est des petits coups médiatiques et qu'après ça passe dans l'oubli et puis qu'il faut attendre un prochain film comme ça pour en parler, ben n'empêche que pendant plusieurs semaines, beaucoup de gens ont parlé de ça et on va retenir ça. C'est déjà extrêmement bien. Mais encore une fois, les représentations, dans la pop culture, je vais me donner un exemple parce que ça me tient vraiment en cœur de parler de cet exemple. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le livre qui s'appelle Avant toi ou de voir le film Avant toi qui était sur Netflix pendant un moment donné. Et moi, en fait, un jour, je suis tombée dessus en disant « Oh, incroyable, un film qui parle d'une histoire d'amour entre une personne handicapée et une personne valide. Je vais regarder, dis donc, ça a l'air bien. » Et en fait, je suis un peu tombée des nues parce que, en gros, c'est une histoire d'amour entre un homme qui est quand même blanc, jeune, beau, riche, privilégié, éduqué. Il a tout ce qu'il faut pour lui, mais il a eu un accident, donc il est désormais en fauteuil roulant. Donc bien sûr, il est complètement déprimé, etc. Enfin, là, il se dit que sa vie est foutue et compagnie. Et il va rencontrer une jeune fille qui est pauvre, qui n'a pas grand-chose dans la vie, à part sa bonne humeur et sa joie de vivre. Donc on est dans le gros cliché là. Et en fait, ils vont tomber amoureux. Et malgré la belle histoire d'amour qu'ils vivent, en fait, il va lui dire qu'il garde en fait son projet d'avoir un suicide assisté parce que être handicapé, c'est tellement horrible que malgré tous les privilèges qu'il a, sa vie est nulle. Et donc, on dans l'espoir, on dit elle va le faire changer d'avis. L'amour est plus fort que tout. Pas du tout. Pas du tout. La conclusion du film, c'est qu'il se suicide et qu'il lui laisse le pactole. Et tout le monde a applaudi ça comme un film magnifique. Et nous, on était là, les personnes handicapées, genre, mais what the fuck? Comment on peut montrer que la belle histoire, la belle fin, c'est en fait la mort de la personne handicapée. Et d'ailleurs, il y avait des personnes qui ont manifesté quand il y avait la première et qu'ils ont fait la première du film, etc. Il y a eu des manifestants et notamment, ça nous amène vers notre prochain sujet qu'on va quand même réussir à aborder. On va parler un peu justement de fin de vie d'euthanasie qui font partie, on va dire, des choses qui nous semblent
extrémisme et que vous allez voir qu'en fait, ces sujets-là, ils sont extrêmement banalisés dans notre société. Et notamment, l'exemple de ce film, c'est que c'est extrêmement banalisé de se dire qu'en fait, finalement, il vaut mieux être mort qu'handicapé. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a énormément de gens qui pensent. Moi, je l'ai beaucoup entendu dans ma vie. Des personnes de mon entourage qui disaient « Ah là là, si un jour je vais avoir un accident, etc., surtout débranchez-moi, etc. Pas de réanimation, de trucs. Oh là là, je préfère mourir qu'être handicapé. » Et ça, c'est quelque chose qu'on entend énormément. Et du coup, on l'intègre, en fait, comme des éponges quand on grandit comme ça. Et ça vient nourrir, en fait, notre validisme intériorisé. Parce que nous, quand on est handicapé, qu'on a entendu toute notre vie que les personnes préféraient mourir qu'être handicapées, en fait, on le ressent comme finalement notre vie, elle est pas terrible, quoi. En fait, on est censé être apparemment honteux de notre handicap, on est censé pas être bien. Et peu importe, j'ai envie de vous dire la gravité, parce que les gens parlent bien de parler de handicap léger, de handicap lourd, mais en fait, il n'y a pas une histoire de lourd et léger. On est tous concernés, en fait, par le validisme à certains niveaux. Et même quand notre handicap n'est pas directement perceptible, on va ressentir ça. Et moi, par exemple, ayant un handicap qui ne se voyait pas, j'ai passé une grosse partie de ma vie dans un déni très profond. Je ne voulais surtout dire à personne que j'étais handicapée. Je ne voulais pas me faire aider. Je ne voulais pas d'appareil auditif. Je ne voulais vraiment pas de dossier MDPH. Je voulais rien avoir à faire avec le handicap. Et donc, du coup, je me crée un handicap supplémentaire dans ma vie parce qu'on m'avait tellement fait prendre conscience que c'était honteux, que c'était horrible, quelque chose de négatif, qu'en fait, ça m'a moi-même pourri une partie de ma vie jusqu'à ce que je découvre l'antivalidisme, globalement. Donc, qui est d'ailleurs quelque chose que je peux conseiller à tout le monde. Qu'est-ce que j'ai entendu là? Ouais, mais je vais rebondir sur votre parole, madame. Si moi, j'étais morte dans le coma, on ne m'a pas demandé mon avis avant de me réanimer. Et à mes parents non plus. Ce sont les médecins. Merci pour le témoignage, parce qu'effectivement, parfois, on ne choisit pas dans ces cas-là, effectivement. Et même souvent, j'ai envie de dire, c'est les médecins qui choisissent pas nous, parce que c'est les médecins qui savent à nous. Et c'est vrai que il y a beaucoup de propos eugénistes, moi j'ai remarqué notamment sur les réseaux sociaux, qui vont venir s'appuyer sur les théories darwinistes. Donc j'imagine que tout le monde a entendu parler des théories darwinistes. Globalement, c'est la théorie de la survie du plus fort ou du plus apte, selon les traductions ou les façons de le décrire. Et donc, en fonction de cette théorie de Darwin qui date un peu et qui a été en plus plusieurs fois contrecarrée parce que ce qui est décrit pour les animaux n'est pas forcément transposable déjà, mais en partant de ce concept-là de la survie du plus apte, il y a énormément de gens qui vont développer des pensées eugénistes et qui vont non seulement les avoir en eux, mais qui vont le dire de façon complètement décomplexée aux personnes handicapées. Parce que moi, sur les réseaux sociaux, je suis énormément de personnes handicapées, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis, etc. Donc, je suis des comptes sur les réseaux sociaux. Et moi, je vais beaucoup voir les commentaires. Qu'est-ce qui est commenté, en fait, sous les publications ? Et notamment, par exemple, j'avais fait une chronique radio sur Andrew Monzigo. C'est une personne de petite taille qui est coach sportif. Il a des enfants, etc., une femme, et il montre sa vie, son quotidien, etc. Donc sa femme est aussi de petite taille, leurs 2 filles aussi. Et quand il fait des contenus tout seul, ça va à peu près. Mais du moment qu'il montre ses enfants dans les vidéos, il y a énormément de commentaires en lui disant tu n'aurais pas dû te reproduire, vraiment. Genre, tes enfants ne devraient pas exister. Et il y a vraiment des commentaires eugénistes, en fait, qui ne se cachent même pas. Et en fait, les gens ne se cachent pas pour dire, où j'ai vu des vidéos de parents qui ont un enfant qui est né sans bras et sans jambes. Et donc, ils le montrent, ils jouent avec, etc. Peut-être, alors... On peut questionner le côté un peu voyeurisme, mais en tout cas, c'est leur enfant, ils ont envie de le montrer sur les réseaux sociaux parce qu'ils l'aiment.
Et il y a plein de commentaires qui disent, mais en fait, il y a des examens qui existent, qui sont faits pour ça, l'air de dire, vous n'auriez pas dû le laisser vivre. Et tout ça, en fait, c'est un eugénisme qui est tellement banalisé que les gens ne se cachent pas de dire ce genre de choses de façon complètement ouverte. Désolé de te couper, Béa. Je sais que tu vas être déçu, mais il va falloir déjà conclure cette conférence. Et oui, on avait encore plein de choses à vous dire, et on est un peu pris par le temps. En conclusion, moi je voulais vous dire que en fait, le validisme ordinaire, il est très vicieux parce qu'il découle du validisme systémique. Ça donne des règles tacites, des règles qu'on croit bonnes, et qu'en fait, il va falloir apprendre à remettre en question les amants de soi. Et ça, nous, on a appris à le faire par la plus dure des manières, en le vivant. Mais pour les personnes valides, ça va être plus compliqué encore parce que ça va demander de nous écouter et nous faire confiance dans ce qu'on dit. C'est-à-dire que non, c'est pas des médecins, c'est pas des personnes valides et hiérarchiquement au-dessus de nous qui ont raison, c'est nous. Et notre handicap n'a pas de lien avec ça. Tout à fait, je pense qu'on peut conclure effectivement en disant déjà d'écouter les premiers concernés, et si on doit retenir quelque chose de cette conférence, on n'a pas pu pousser beaucoup dans les multiples anecdotes et faits qu'on avait autour de la fin de vie et de l'eugénisme, etc. Je peux vous conseiller, si ça vous intéresse, de regarder un documentaire sur YouTube qui est en anglais mais qui a été sous-titré en français, qui s'appelle Better Off Dead. En gros, il vaut mieux mieux vaut être mort. Voilà, Better Off Dead, qui est très très intéressant et qui parle justement de la fin de vie. Donc ça, c'était un petit truc à vous conseiller. Mais au final, au travers de cette conférence, ce qu'on a vu, c'est que finalement, ça part des blagues et ça va jusqu'à l'eugénisme. Mais en fait, on est dans le même continuum de la violence vis-à-vis des personnes handicapées, que ce soit des blagues douteuses ou des commentaires mais complètement dépassés, appelant à mourir. On est sur la même logique. Et en fait, tout ça dans la société est encore beaucoup trop accepté et banalisé. Et la prochaine fois, du coup, on ira creuser là où ça fait mal, dans le validisme bienveillant, le validisme plein de bonnes intentions. Et là aussi, il va y avoir plein de choses à dire, parce que c'est un sujet qui est pas très bien compris, justement, parce que c'est plein de bonnes intentions. Forcément, vu que c'est pour notre bien, faut l'accepter. Mais en tout cas, pour cette conférence, on vous remercie d'avoir été si nombreux et nombreux et d'avoir participé, partagé avec nous vos histoires. C'est aussi pour ça qu'on a créé l'association. Et on vous retrouve en septembre pour cette conférence sur le validisme bienveillant. Bonne soirée à tous et à toutes. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci. Merci.